I think the one thing I'd like for you to take away from anything that I say today is this one point, that nothing in this world works the way you think it does. Nothing. The police aren't who you think they are. The sheriff is not who you think he is. Banks do not do what you think they do. Governments don't operate anywhere near the way you think they do. And that's why today, when you look at what's going on in the world today, none of it makes any sense. It's all crazy. It makes no sense at all. Seems very destructive. But actually, in point of fact, you don't know how the system works. It's working perfectly fine. The rich get richer and the poor get poorer. And the people, the masses, are entertained with television and alcohol and drugs, and the wealthy continue to get wealthy, and so it's working perfectly fine. Le professeur Leubner estime qu'une obligation de vaccination est quelque chose de dictatorial et totalitaire, ce qui n'a plus lieu d'être en notre époque moderne des droits de l'homme. En outre, en ce qui concerne l'obligation de vaccination, pas un mot pour mentionner que les vaccinations ont des effets secondaires, à savoir qu'il existe beaucoup de preuves attestées d'effets secondaires de vaccination qui peuvent être légers jusqu'à graves, mais aussi mortels. C'est précisément pour cela que, selon le professeur Leubner, on doit dire stop à toutes les mesures qui aboutissent à une obligation de vaccination générale. Mais écoutez maintenant vous-même ce que le professeur Leubner a à dire. Est-ce que d'un point de vue médical, il y a une raison pour des vaccinations obligatoires? Récemment, l'obligation vaccinale est exigée à cause de certaines maladies, qui en réalité ne jouent pas un grand rôle, mais que tout à coup, des chiffres présentent comme dangereuses et extrêmement contagieuses. Quand on entend ces deux qualificatifs, la rougeole est très dangereuse et très contagieuse. En Europe centrale, dans nos conditions de vie et avec notre constitution corporelle, la rougeole n'est pas une maladie dangereuse. Elle ne dure que quelques jours. À titre de comparaison, une angine purulente dure de 10 à 14 jours. Et la pneumonie et beaucoup d'autres maladies durent beaucoup plus longtemps. Donc, d'une part, cette maladie n'est pas très grave chez nous. Ce n'est pas le cas à l'Est ou dans d'autres pays pauvres, où toutes les maladies sont dangereuses et graves. Ça, c'est une chose, et l'autre chose, c'est le taux d'infection. Et c'est exagéré, et on devrait le remettre en question. L'adjectif très contagieuse n'est pas du tout approprié. Ça, c'est une chose. Maintenant, je ne comprends pas que des professionnels de santé dans certains domaines spécialisés pourraient être d'un jour à l'autre des transmetteurs de maladies. Car comment un homme en bonne santé pourrait-il contaminer un autre homme en bonne santé? Comment moi, en tant qu'homme en bonne santé, je pourrais contaminer un autre homme en bonne santé? Si jamais je devais être malade, ou tomber malade, ou être contagieux, alors je quitte mon lieu de travail. Je prends un arrêt maladie et je reste à la maison. Et là, je ne peux contaminer personne quand je suis chez moi. Donc, déjà, cette situation est incompréhensible. Premièrement, le danger de la maladie et deuxièmement, la possibilité d'être infecté. Si quelqu'un peut me l'expliquer, si je suis en bonne santé, comment un autre qui est en bonne santé peut me contaminer? Et d'après la théorie, quelqu'un qui est vacciné peut aussi infecter quelqu'un d'autre. Car lui-même ne tombe pas malade, mais il peut aussi porter des microbes. Donc même ça, ça ne donne pas la garantie qu'un homme vacciné ne peut pas contaminer un autre homme, si jamais il existe vraiment un taux de microbes élevé, mais ce n'est qu'une théorie. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent l'efficacité des vaccins? Et si oui, est-ce qu'elles parlent pour ou contre un vaccin pour tout le monde?
La seule vraie étude comparative, nommée l'OMS étude de Madras, a été effectuée de 1967 à 1971 dans la province indienne du sud appelée Madras. À cet endroit, on a fait une grande étude comparative. On a comparé deux régions, avec chacune 364 000 personnes qui vivaient dans les mêmes conditions climatiques, alimentaires et sociales. Un groupe étant vacciné, l'autre pas. Cette étude a duré 4 ans. À cette époque-là, il s'agissait du vaccin du BCG contre la tuberculose. On a découvert que ceux qui n'étaient pas vaccinés jouissaient d'une meilleure santé que les autres. C'est la seule étude objective qui a été effectuée dans le monde entier. Tout ce qu'on prétend d'autre sur les vaccins, ou ce à quoi nous nous attendons, n'a jamais prouvé l'efficacité d'un vaccin contre une maladie. Maintenant, voici une citation très intéressante de Madame le docteur Dagmar Belakovitch-Yenevine, qui a aussi parlé de la vaccination obligatoire. Elle a dit « La décision de vacciner un enfant revient aux parents et ne doit pas mener à la discrimination. » En Autriche, il n'y a pas de vaccin obligatoire et ce ne sont pas des lobbies ou des représentants d'intérêt de certains groupes qui doivent décider des précautions médicales que les Autrichiens prennent pour leurs enfants. Que dites-vous de cela ? Je vais dire une chose en ce qui concerne les vaccins obligatoires en général. Cela veut dire que nous oublions complètement que le niveau juridique le plus élevé, la chose la plus élevée, c'est ce que dit le droit européen. Là, il est écrit qu'une intervention médicale comme le vaccin ne peut être effectuée qu'après une information sérieuse et après un consentement personnel de la personne. Donc, personne ne peut me dire que je dois me faire vacciner. Ça, c'est clair, et ça fait partie de mon droit personnel. Nous sommes des personnes et nous ne sommes pas des animaux dans un wagon à bestiaux. C'est pourtant comme cela que c'est beaucoup présenté. Et c'est aussi de là que vient le mot « le vacciner » pour désigner une personne qui a été vaccinée. Mais moi, je ne suis pas un vacciné, mais une personne avec un prénom, un nom de famille, avec un droit d'héritage, une nationalité, un droit de décision. Il semble que cela a été complètement oublié. C'est la philosophie des exploitants de vaccins qui ont un troupeau devant eux. C'est pour cela aussi qu'ils utilisent en allemand l'expression « protection du troupeau », qui est aussi une invention des exploitants de vaccins, et cela va à l'encontre de tout droit humain. Déjà au XIXe siècle, le naturaliste et philosophe Sir Alfred Russel Wallace a expliqué que des vaccinations sont une intrusion dans les droits de la personne. Avec cela, la vaccination obligatoire est quelque chose de dictatorial et de totalitaire, et cela ne doit pas être, à notre époque moderne, les droits de l'homme. Maintenant, certains médecins disent, ou du moins certains lobbyistes prétendent, « Oui, mais quand tu veux travailler dans un service pédiatrique en tant qu'infirmière, laborantin ou médecin, alors tu es un porteur potentiel de maladie, ou un porteur de germes. Et là, l'hôpital ne veut pas en porter la responsabilité. » Ça, c'est une pensée théorique. Et en fait, elle est puérile. Car, encore une fois, quand je suis en bonne santé, je ne peux pas transmettre la maladie. Et en cas de maladie, je reste à la maison. Et alors, il s'ajoute encore une chose. Est-ce que cela déjà a été prouvé dans une étude que la maladie se transmet d'homme à homme? La prétendue infection est elle-même une thèse. Cela veut dire qu'on essaye d'expliquer quelque chose qui aurait pu être d'une telle manière. Mais si on réfléchit, l'infection est à remettre en question. Mais de là à forcer toute personne en bonne santé à se faire vacciner à cause de ce taux très bas de rougeole, qui est une maladie bénigne. Et oui, si tu ne veux pas travailler chez moi, alors tu peux travailler ailleurs. Et tu peux refuser le vaccin. Et alors travaille chez un gynécologue ou un ophtalmo. Mais pas chez nous, là où les enfants sont en danger. Maintenant, réfléchissez au service d'oncologie. Il y a des conditions stériles. Là, même des gens en bonne santé ne peuvent pas travailler sans un masque sur le visage. Des gens en bonne santé ne sont pas infectieux, n'est-ce pas? Ça, c'est l'erreur de base. Comment une personne en bonne santé peut-elle contaminer une autre personne?
Oui, ça ce sont des affirmations, des lieux communs qui ont été repris sans réfléchir et sans les remettre en question. Et c'est de cette manière qu'on le sert aux gens. Et bien sûr, beaucoup de personnes ne se posent pas la question, car ils ont peur de ne pas obtenir l'emploi ou de perdre leur emploi. Et alors, il y a quelque chose qui apparaît, que nous appelons la servilité. Car des choses comme ça, de la dictature et du totalitarisme, ne fonctionnent qu'avec deux côtés. D'un côté, une personne qui ordonne, et de l'autre, une personne qui accepte, sans poser de questions. Ces temps sont révolus. Nous sommes instruits. Nous pouvons réfléchir et aussi parler les uns avec les autres. Et pour cette raison, cette justification et ces exigences concernant les professions médicales, et on entend aussi que cela doit être élargi par exemple aux pompiers, oui. Il n'y a pas si longtemps, notre ministère de l'Intérieur a demandé des vaccins pour tous les pompiers. C'est tout à fait anachronique. Écoutez, il y a très longtemps, les pompiers n'avaient pas d'uniforme, de protection, ni de gants spéciaux. On ne les informait pas de ce qu'ils devaient faire s'ils se trouvaient devant des cadavres. Mais aujourd'hui, tout à coup, les cadavres sont très dangereux et très contagieux, alors que ces pompiers sont équipés comme jamais. Il n'est jamais arrivé que des pompiers attrapent l'hépatite B. Mais brusquement, c'est très dangereux. Alors ils trouvent des maladies comme la rougeole et les oreillons. Oui, pourquoi un vaccin contre la rougeole et les oreillons? Oui, parce que ce vaccin existe seulement en tant que vaccin contre 3 choses en une fois. Brusquement, ce n'est pas seulement la rougeole qui est dangereuse, mais aussi les oreillons. Et aussi la rubéole est dangereuse du jour au lendemain. Et cela seulement parce que le vaccin contre la rougeole existe seulement en tant que triple vaccin, et pas parce que la rubéole serait devenue dangereuse. Donc, il y a certaines contradictions qu'on découvre quand on réfléchit un peu et quand on pose une première question, une deuxième. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, nous arrivons à un cas actuel dans un hôpital à Graz. Comment voyez-vous la situation et comment voyez-vous le projet d'introduire la vaccination obligatoire pour tout le monde? Les exploitants de vaccins sont très inventifs. En fait, c'est comme ça qu'en Europe centrale et dans le monde entier, beaucoup plus de personnes sont en train de réfléchir ces temps-ci et commencent à critiquer les vaccins ou à y être opposés. Et maintenant que le taux de vaccination baisse, maintenant les exploitants de vaccins deviennent nerveux. Maintenant, ils cherchent des trous par où passer. Où pouvons-nous sauver le taux de vaccination? C'est chez les petits-enfants, le passeport pour mères et enfants. C'est dans les écoles. On les appelle aujourd'hui des structures d'accueil. Avec cela, on veut dire tous les enfants. Car tous les enfants doivent aller tôt ou tard à l'école maternelle ou dans une structure d'accueil. Ils disent pompeusement « structure d'accueil », mais en réalité, ce sont tous les enfants qui sont concernés. Et alors encore certains groupes professionnels. On commence de façon raisonnable, d'abord avec le personnel médical, où il y a des médecins qui marchent avec des blouses blanches. C'est là qu'on doit commencer, avec la pureté et la stérilité. Excusez-moi, mais là, il y a des éléments archaïques et mythologiques qui se mélangent avec des choses qui contredisent la raison, des choses qui ne sont pas raisonnables et qui n'ont pas de légitimité.